Miguel, l'architecte du réseau. Et moi et Achille, on essaie de vous aider à comprendre un peu le marché au Portugal et de vous expliquer un peu notre expérience. Ici, nous sommes basés à Lisbonne, mais on travaille partout le Portugal. Donc, je voudrais vous commencer pour vous montrer un peu comment on travaille ici au Portugal, les archis, les ingénieurs, et après vous montrer des exemples de projets qu'on est en train de faire, qu'on a déjà fait, et vous expliquer un peu l'état du marché au Portugal concernant l'immobilier, la construction, mais aussi les licences de Airbnb que nous on appelle ici le alojamento local, AL. Donc, je commence pour vous montrer un peu la façon de travailler ici au Portugal. C'est un peu différent des autres pays. Et on commence par travailler avec les clients, les investisseurs, les architectes et les ingénieurs par la phase de avant-projet où on va travailler avec vous pour caler vos objectifs et voir qu'est-ce que c'est possible en termes de projet, en termes de surface construction, estimation de coûts des travaux, tous les croisements entre les objectifs du client et les possibilités et les contraintes de la mairie, les PLU, etc. La deuxième phase, c'est la phase permis de construire. On va déposer à la mairie le projet d'architecture et le projet d'ingénierie en différentes phases. Donc, ils vont commencer pour analyser le permis de construire d'archi et après le permis de construire des ingénieries. À ce moment, il y a un processus de simplification administrative du permis de construire. Et en principe, on aura un permis de construire beaucoup plus léger et beaucoup plus vite, qui va aller beaucoup plus vite. La troisième phase de travail pour nous, c'est le projet d'exé, où on va bien caler tous les détails, la liste des quantités, la liste des travaux pour consulter des entreprises de construction pour arriver à la dernière phase du projet, que c'est l'assistance technique de chantier, où on va accompagner les travaux à chaque semaine et vérifier que tout c'est bien propre et construit en concordance avec le projet et avec la législation applicable. La dernière phase, c'est la phase en fait la plus importante pour les clients, c'est la licence d'utilisation où on va redonner à la mairie tous les documents as-built. Ça veut dire qu'on va déposer les documents qui montrent qu'est-ce qui a été vraiment construit et la mairie va vous donner la licence d'utilisation. Cette licence, elle est indispensable pour y habiter, revendre ou louer soit l'appartement, le bâtiment, le magasin, peu importe. Donc, c'est vraiment très important pour vous. En termes de projet, et on voudrait vous montrer un peu le type de projet qu'on voit à ce moment qui commence et qui a beaucoup de recherches à Lisbonne, mais aussi à Porto et dans les villes portugaises. C'est des autres façons d'habiter. Donc, on a fait un projet avec une entreprise allemande pour un co-living. Donc, il y a beaucoup de gens qui recherchent des appartements pour habiter, des étudiants. Il n'y a pas de produits dans le marché. Donc, à ce moment, il y a beaucoup de recherches de chambres, par exemple, pour des étudiants. Ou des gens qui veulent s'installer pendant 2, 3 mois, des nomades digitales qui veulent s'installer à Lisbonne ou ailleurs et qui trouvent pas de produits. Aussi, il y a beaucoup de gens qui cherchent des places à travailler. Et ça, c'est un exemple d'un projet on est en train de faire en différentes phases avec un investisseur brésilien à Lisbonne. Donc, c'est un cowork où il y a plusieurs salles de travail, soit individuelles, soit partagées, avec différentes tailles. Donc, ça, c'est un produit aussi avec beaucoup de recherche dans le marché. Après, des produits plus simples, ça c'est un exemple d'un bâtiment qu'on a réhabilité au centre-ville de Lisbonne. C'est un bâtiment que on a réhabilité pour 8 appartements Luxury Service Apartments au centre-ville. Avant, quand on a terminé ce projet, il y avait encore des licences Airbnb à elle, au centre-ville. À ce moment, elles sont bloquées. Mais ça, c'est un investissement touristique. Après, un autre exemple, Avenida de Liberdade, donc c'est pas très loin de Baixa, mais c'est un peu plus moderne. C'est un bâtiment qu'on a réhabilité pour un client américain on a fait 12 studios, petits studios, qui ont été vendus pour le marché Golden Visa, qui à ce moment il est aussi bloqué.
mais ils étaient loués aussi en même temps par une entité externe en termes de Airbnb ou AL. Après, des produits beaucoup plus simples. Donc, ça, ce sont des investisseurs, en fait, ils sont français, mais on a récupéré, réhabilité des bâtiments au centre-ville, mais pour du logement courant. Donc ça, c'est un bâtiment qu'on a réhabilité pour 8 appartements au centre-ville de Lisbonne, pas très loin de Baix à Ruis. La particularité, c'était qu'ils avaient un étage complet de stationnement, c'est très rare à Lisbonne. Et donc c'était un produit moyenne gamme qui a volé en fait. Et donc c'est un investissement pour la revente immobilière. Un autre exemple de revente immobilière, c'est ce bâtiment qu'on a fait à Camp d'Oric, 6 appartements un peu moyenne haut de gamme. Et en fait, tous les appartements ont été vendus rapidement pour des clients étrangers, français et brésiliens. Ça, c'est au centre-ville de Lisbonne, un peu plus dans la zone plus haute. Et après, un exemple d'investissement, mais dans une échelle différente. Donc ça, c'est un appartement qu'on a réhabilité pour un investisseur français, mais qui a acheté seulement un appartement, qu'il a refait et a revendu pour un Golden Visa. Donc ça sont des exemples au centre-ville de Lisbonne, soit des petits investissements, soit des plus grands, pour différents types de marchés. Ça, on voit qu'à ce moment, il y a beaucoup de gens qui cherchent des opportunités ailleurs de Lisbonne. Ça, c'est Santarém, c'est une ville avec beaucoup d'histoire, mais c'est à une demi-heure, 40 minutes de Lisbonne. Il y a beaucoup de gens qui vont s'installer dans les petites villes qui sont à côté de Lisbonne, qui cherchent une qualité de vie un peu meilleure qu'à Lisbonne. Donc, il y a des autoroutes qui arrivent, des trains, et des gens veulent s'installer un peu dehors des grandes villes. Ça, c'est un bâtiment on travaille avec un investisseur français qui avant travaillait au centre-ville de Lisbonne. On a travaillé avec lui à Ruis, et à ce moment, il recherche des opportunités un peu partout dehors de Lisbonne, dans la zone de la Grande Lisbonne, mais pas au centre. Donc ça sont 6 appartements à Santarém qu'on est en train de refaire et les travaux sont en cours. Ça, c'est un autre exemple qu'on fait pour des clients, pour un investisseur du Dubaï à Alcácer do Sal. C'est une ville aussi à 40 minutes de Lisbonne, mais plutôt au sud de Lisbonne. C'était une vieille usine au centre-ville qu'on est en train de refaire pour des appartements, 9 appartements qui sont très différents. Donc, il y a des appartements avec un patio, il y a des appartements avec une mezzanine, donc ils sont tous un peu différents. Ça a été commencé en 2017, je pense, 2018. Et donc, ils ont encore la licence de Golden Visa. À ce moment, les licences sont bloquées. Ça, c'est un autre exemple dehors des centres-villes. Ça, c'est une maison qu'on a réalisée pour un couple français on est connu dans un salon immobilier à Paris, qui a investi dans un terrain à Comporta et qui a fait une maison de vacances pour eux-mêmes, mais pour louer pour des touristes dans les vacances, par exemple. Donc, depuis le début, on a fait un projet touristique à la mairie. Voilà, donc en termes d'état du marché, il y a, depuis on a pris ce rendez-vous, beaucoup de choses ont changé au Portugal parce qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Premier ministre, il est parti et donc à ce moment, on aura des élections en mars. Et jusqu'à là, on aura un gouvernement de transition. Et en fait, ça fait plus ou moins une semaine qu'ils ont démarré à négocier le nouveau budget pour 2024. Et dans ce budget, il y avait plusieurs lois qui, à ce moment, on ne sait pas très bien où on va. Et donc, les lois, en fait, elles étaient connectées dans un bon parti, elles étaient connectées au logement et à ce qui nous concerne à nous. Donc, il y avait des lois concernant les loyers, la TVA pour la construction, pour les projets. Donc, en fait, toutes les opportunités qu'on a enregistrées ici pour vous parler un petit peu sont un peu en révision.
À ce moment, la législation de l'AL, pour nous c'est AL, Algement Local, mais plus facilement pour vous c'est le Airbnb, ils sont bloqués dans le centre-ville des villes. Des grandes villes. Il y a des villes comme Porto qui ont essayé de pas adapter la loi de l'État et faire une adaptation à la législation locale, mais ils ont réouvert les licences d'AL, Airbnb, mais ils ont refermé encore une fois. Par contre, à ce moment, l'idée qu'on a à ce moment, c'est que je pense que le Parti socialiste va sortir et peut-être on aura un autre parti plutôt à droite. Et des négociations qu'on avait eues avant et des conversations qu'on avait eues dans le Parlement, le parti PSD, que c'est plutôt à droite, ils avaient des objectifs un peu différents. Et je pense qu'ils avaient plusieurs fois discuté de revenir en arrière concernant le RNH, le Golden Visa et l'Airbnb. Donc, en fait, on aura beaucoup de changements et beaucoup de nouvelles à partir de mars, après les élections qui sont le 10 mars. Je pense qu'on aura beaucoup de changements, sûrement. Donc, Bien, mais le oui. statut RNH, il est terminé, n'est-ce pas? Il sera terminé à partir de fin 2023. Oui, mais en même temps, les partis, donc on a deux partis qui sont les plus grands, le Parti socialiste et le Parti social-démocrat. Et donc les deux sont un peu, ont des positions un peu inversées, comme comme c'est normal. Et en fait, les RNH, les Airbnb et le Golden Visa ont été décidés avant par le parti PSD. Après, le PS est venu et ils voulaient arrêter les trois. Mais comme on va, j'imagine, changer un peu le climat politique, je pense qu'ils vont revenir. Il y a la possibilité qu'ils vont revenir en arrière. Donc, on aura beaucoup de changements, c'est sûr. Et je pense, à mon avis, il faudrait voir cette situation un peu difficile comme une opportunité parce que il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que même si le même parti qui est à ce moment dans le pouvoir va gagner, c'est pas très sûr, mais peut-être, la personne sera différente. Donc, il y aura une autre personne, pas le même premier ministre qu'on a eu pendant les 8 ans passés. Donc, je pense il y aura beaucoup de changements sûrement. Et donc, avec les changements, j'imagine qu'il y aura beaucoup d'opportunités parce que, en fait, le Portugal, ils vivent et l'économie portugaise, elle vit beaucoup du tourisme. Et donc, l'objectif toujours, c'est d'avoir des équipements, des logements touristiques. Donc, j'imagine on va se réorganiser et changer beaucoup dans le prochain mois. À partir de mars, on verra vraiment les changements, mais avant, les partis vont présenter leurs propositions et donc ça serait peut-être intéressant d'avoir un autre webinaire où on peut voir un peu les différentes options qu'on aura à partir de mars. À ce moment, De toute façon, on le refera, mais je te dis parce qu'on a fait, donc, comme tu le sais, il n'y a pas longtemps, la fin du statut RNH, on a fait deux webinaires déjà sur le oui, oui, sujet je sais, et les gens sont très stressés à cause de cette histoire-là. C'est je pour ça que je sais. t'ai posé la Je question. sais, même nous ici à l'agence, et je pense que Achille va dire la même chose, on a plusieurs personnes qui nous ont contactés, qui nous disent que ils sont en attente parce qu'ils sont très stressés à cause de RNH. Il y a beaucoup d'opposition par les partis d'opposition, mais aussi par les gens dans le marché immobilier, de la construction, des grands investisseurs, qui disent que c'est une grande erreur et que les investisseurs vont partir en Espagne, dans des autres pays qui nous font concurrence. Donc, j'imagine que ça sera un point très important qui va être discuté et j'imagine que ça pourrait revenir en arrière. Ok, je Euh, comprends. Et oh, donc, dis-moi, donc d'après ce que je comprends aussi, donc tu as mentionné en fait que c'est surtout les centres-villes des grandes villes oui. qui sont, si tu veux, les endroits les plus fréquentés par les touristes et pour lesquels Mhm, en fait le Airbnb n'est plus possible. oui. Donc, toi, en tant qu'architecte, qu'est-ce que tu recommandes si par exemple on a dans notre audience des investisseurs immobiliers? Hmm, Donc, où tu leur recommandes d'investir? oui. Euh,
En fait, à ce moment, de ce que je vois des clients que nous avons, et par exemple, hier, j'ai eu une réunion avec un investisseur américain qui voudrait s'installer à Zeta, par exemple. Mais il voudrait acheter un bâtiment, refaire le bâtiment. Donc, il va utiliser le bâtiment comme une maison de vacances, par exemple. Mais aussi, l'idée, c'est de peut-être la revendre dans le futur proche. On a des autres Américains qui veulent s'installer ou veulent investir à Alcácer do Sal. Donc, l'idée, c'est d'acheter un bâtiment avec 2 étages, agrandir un étage supplémentaire et garder un étage pour eux, pour avoir un appartement, et après louer ou revendre les autres 2. Donc, il y a plusieurs personnes qui veulent investir au Portugal à ce moment. Pas vraiment dans le marché AL ou Airbnb, parce que ça, c'est un peu bloqué dans les grandes villes, mais des opportunités un peu ailleurs dans les villes plus petites, mais avec l'idée d'acheter, revendre ou louer. Dans les grandes villes, il y a à ce moment une grande manque de produits immobiliers. Donc, il n'y a pas vraiment, les prix sont très élevés et même pour le marché national, il n'y a pas vraiment beaucoup d'appartements pour louer ou pour acheter à prix normaux. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en train d'investir à acheter, par exemple, des appartements, rénover ou même remettre à louer en direct. Parce il y a beaucoup de gens qui cherchent des produits comme ça. Et j'étais à Paris, ça fait, je pense, 1 mois et demi. Et j'ai vu que les prix des loyers sont pas très différents des prix à Lisbonne. Donc, on voit que les prix ont beaucoup augmenté. Mais il y a beaucoup de gens qui continuent à rechercher des appartements au centre-ville. Et je dirais que ça, c'est à Lisbonne, à Porto, à Faro. Donc, je pense qu'il y aura des opportunités dans le marché immobilier, mais pas à ce moment, pas vraiment dans le Airbnb. Et L'Airbnb, donc, tu dis plus investir dans des appartements qui peuvent être dans de la location à voilà. à moyen terme ou Ah, à long oui, terme, c'est ça? c'est ça, oui. D'accord. Même les gens qui avaient des Airbnb, des appartements dans des bâtiments complets, ils sont en train de revoir si c'est pas très. Il y a des endroits, c'est plus intéressant de faire la location moyen terme, long terme, que avoir l'Airbnb. Donc le marché il change un peu, il s'adapte. J'ai vu des cas où des gens ils sont en train d'investir dans le tourisme, mais ils vont pas faire la location d'un jour, 2 jours, 3 jours, mais plutôt une semaine, 3 semaines, donc un peu plus long. Pour des gens qui veulent s'installer à Lisbonne pendant 3 mois, un mois, 6 mois, un an, par exemple. Miguel, est-ce que tu as terminé ta présentation? Oui, si vous avez des questions, je suis Est-ce qu'il y a disponible. des questions pour Miguel? Patrick, tu as des questions? Rachel, je voulais juste remonter un peu, revenir sur concernant le RNH. C'est vrai que la loi est déjà, donc ça a déjà été voté pour la fin du Mhm, RNH, c'est vrai. Mais c'est juste pour rassurer parce que je sais que c'est vrai qu'on est très stressé par rapport à ça. Seulement cette semaine, on a déjà Je vois reçu la quantité des plusieurs questions. Ouais, je vois. personnes qui aimeraient faire le RNH. Alors, vous pouvez toujours le faire, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a une petite instabilité politique, mais ça va s'arranger. Comme le RNH aussi le stipule, vous avez jusqu'à la fin, donc le 31 décembre, pour postuler. Normalement, selon la loi, c'est jusqu'au 31 mars, mais on peut tout faire avant le 31 décembre. On est en train de le faire. La seule difficulté qu'on a actuellement pour faire le RNH, c'est juste pour faire le numéro d'identification fiscale. Donc, ça demande un peu plus de temps que prévu. Donc, si vous êtes intéressé, je ne sais pas s'il y a des personnes dans le public qui veulent faire du RNH, il faut s'y prendre très, très tôt. Donc, on n'a pas besoin d'acheter un bien immobilier ou alors mhm. de louer une Oui, je sais bien. location. Il y a des flexibilités à ce niveau-là, donc qui deviennent plus faciles. Et puis, voilà. Ok, Et très bien. concernant l'allogement local, donc je reviendrai également dessus pour ma présentation. Mais c'est intéressant, comme Miguel a eu des investisseurs cette semaine par rapport à ça. L'allogement local, ça fonctionne toujours dans l'intérieur du pays. Et là, j'ai la liste des villes et des quartiers où vous pouvez faire l'allogement local. Cette liste également, elle est publique. Donc, même sur le site du ministère des Statistiques, vous pouvez la voir. Je l'ai ici, je peux vous la montrer. Elle est assez longue.
Donc, pour ceux qui sont intéressés pour l'allogement local, vous pouvez encore faire de l'allogement local. C'est un bon Mhm. business, pas parce que je suis agent immobilier, mais c'est assez bénéfique ici au Portugal. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est vrai que l'État est en train de donner plusieurs incentives. Comment on dit incentives? Euh, donc, Des l'État est en train de... stimulants, des Exactement. Donc, stimulants, en fait, en ouais. train d'aider tous les propriétaires qui avaient des licences, mais qui n'utilisaient pas ces licences et de tourner leurs biens en contrat Mhm. de location long terme. Vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux. Donc là, il faut vraiment peut-être revoir cela. Voilà. Donc c'est un bon point également de l'allogement local donc pour ceux-là qui avaient des biens, qui avaient de l'allogement local ici dans les grandes villes, vous pouvez aussi profiter de cet avantage fiscal-là. Voilà. Je peux partager mon... Oui, tu peux mettre ta présentation à l'écran. Okidoki. Alors, share screen. Est-ce qu'on la voit? Ok, je pense que oui. Oui, Au Portugal et les points Airbnb. Alors, Airbnb déjà, c'est pas ça, c'est allogement local. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chez Simo, je suis agent immobilier au Portugal. Je travaille principalement dans les villes de Lisbonne, Algarve et Cascais, et c'est tout pas également. Mais avec toute notre équipe, on couvre pratiquement tout le Portugal. Voilà, donc si vous avez des questions concernant n'importe quelle région du Portugal, ben, n'hésitez pas. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est un aperçu général de l'immobilier, donc et aussi des gros changements, comme Miguel l'a dit, entre la date à laquelle on a programmé le webinaire et aujourd'hui, ben, on a eu complètement beaucoup de changements qui sont arrivés. Mais Mm. ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même voir qu'il y a quelques lois qui sont déjà passées en vigueur, que ce soit le 6 octobre ou encore en début de ce mois également, il y a quelques lois qui sont 7 aussi, quelques lois qui sont passées en vigueur, donc qui peuvent nous aider ici. Mais parlant de l'immobilier en général au Portugal, les ventes de logements affichent un ralentissement voilà, jusqu'à la fin de cette année et octobre, le mois d'octobre inclus. Et cette réduction de la demande entraînée par la perte du pouvoir d'achat ben, est due bien sûr à l'augmentation du taux d'intérêt et à l'inflation qui, je pense, ça touche toute l'Europe. Alors, mais quand on parle je vais baisser ceci, qu'on puisse voir un peu la carte du Portugal. Alors, quand on parle de l'immobilier au Portugal, ce qu'on a pu constater durant déjà ces 4 derniers mois, octobre inclus, c'est qu'il y a eu une baisse de la vente dans certaines régions et principalement dans le nord et dans le sud du Portugal. Mais étrangement, à Lisbonne, il y a plutôt une augmentation de prix, donc de 1% comparé au trimestre passé. Et là, quand on parle de l'immobilier, c'est vraiment tout l'immobilier. On est dans le commercial, le résidentiel, on est dans des biens neufs comme dans des biens utilisés. Là, j'ai vraiment pas fait de différence par rapport à ça. Après, ça dépend vraiment. Si on prend par exemple la ville de Setúbal où on a eu une baisse de 1,2%, on prend, dans Setúbal est assez grand. Donc après, il faut voir dans quelle région exactement dans Setúbal il y a eu cet impact-là comparé à d'autres. Ces informations sont tirées du ministère des Statistiques, donc ce sont des informations publiques, vous pouvez également les avoir. Mais je pense qu'après le webinaire, Rachel pourra vous partager pour ceux qui en ont besoin. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à Faro, il y a eu une baisse de la vente à 0,5%. Par contre, Lisbonne reste toujours la ville phare et la ville la plus chère, avec 5 000 euros, 5 400 euros le mètre carré, ce qui est assez, ce qui est un grand écart comparé à d'autres villes, comme par exemple Porto qui vient à 3 392 ou Funchal qui est à 3 105. Les villes en dessous de 1 000 euros, par exemple, on a Guarda à 830. Je pense qu'il y avait également Castelo Branco qui avait un prix à 893. Après, Braga, qui est également la ville phare actuellement de 1748, c'est une ville en pleine essor. Bragança aussi, c'est tout dans le nord, c'est vraiment des villes très intéressantes à exploiter.
surtout pour l'investissement. Je ne sais pas si dans le public, il y a des investisseurs ou alors ceux qui recherchent à vivre. Coimbra, c'est une ville aussi très intéressante à investir. Evora aussi, pourquoi pas. Donc là, vous avez une moyenne de prix actuellement sur le marché et encore, cette moyenne de prix englobe les biens neufs comme des biens utilisés. Et ça englobe également les biens commerciaux comme des biens résidentiels. Donc après, si vous voulez une étude plus approfondie sur le type de bien que vous recherchez, également, on peut le faire. Alors ici, j'ai essayé de vous montrer un peu un petit croquis d'un gap qu'on a actuellement. Euh, donc, depuis, par exemple, là, j'ai fait la recherche depuis 2011 pour m'amuser un peu. Et on est dans la ville de Lisbonne. C'est par rapport au prix. Donc là, j'ai fait la comparaison entre le prix demandé et le prix d'achat. Donc, le prix négocié, le prix signé chez le notaire. Et ce qu'on peut voir, c'est depuis 2011 jusqu'en 2023, c'est qu'on a eu quand même une bonne croissance de l'évolution du prix des biens immobiliers. Et la curiosité, c'est au niveau du gap entre le prix signé, donc le prix demandé, c'est le asking price qui est ici, et le prix signé chez le notaire, qui est plutôt en dessous. Et là, le gap, c'est pratiquement 17%. Donc, on va supposer, on trouve un bien à 500 000 euros en plein cœur de Lisbonne, qui est affiché à 500 000 euros. On peut le négocier à hauteur de, 17% pour l'achat. Ça, c'est le plus grand gap, je pense, qu'on ait eu depuis 2022. Ça, c'est super intéressant. Et aussi, l'évolution des ventes, on peut remarquer, bien sûr, que les ventes ce dernier trimestre a plutôt baissé. Mais on espère, avec déjà l'information de la Banque européenne et aussi de la stabilité du taux et aussi d'autres incentives fiscaux, qu'en début d'année prochaine, déjà, on aura une plutôt à la hausse ici, ce côté-ci. Alors, quelles sont les opportunités pour 2024? Donc, la première opportunité, c'est le RNH qui est vraiment fini, certes, mais il y a aussi le RNH qui reste pour certains domaines professionnels, comme la recherche scientifique et le développement des affaires. Donc, si dans notre panel, on a des personnes qui sont intéressées par ça, vous pouvez toujours postuler pour le RNH, quand bien même il est terminé. Ensuite, la Banque centrale européenne aussi qui a réalisé et qui a interrompu la hausse des prix. On s'est rendu compte que depuis la crise du Covid jusqu'à aujourd'hui, on a eu 10 hausses de prix, pardon, hausses de taux d'intérêt, ce qui est pratiquement incroyable. Et donc, du coup, le fait d'entendre que depuis le 6 octobre, on a cette hausse de prix, hausse de taux d'intérêt qui a été arrêtée, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous et aussi pour nos acheteurs. Comme ça, ils pourront finalement avoir des taux peut-être plus stables et aussi être plus confiants pour les achats qu'ils feront. Alors, en se basant sur tout ce qui se passe donc, et ce qui s'est passé ces derniers 4 mois, on peut prévoir pour 2024 plusieurs points. Le premier point, ce sont au niveau des changements, au niveau des taux. Alors, je ne sais pas si on a des questions, si dans notre... aujourd'hui, on a des propriétaires déjà, des personnes qui sont propriétaires de biens immobiliers. Si on a des cas, je serais ravie de faire des exemples avec vous aussi. Si on a des personnes qui désirent acheter. Alors, pour ceux qui ont déjà des biens au Portugal, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y aura des changements au niveau du taux foncier. Donc, ce sera important soit de se rapprocher de moi ou alors de votre comptable ou de votre avocat pour savoir quel est le taux que vous irez payer. En cas de revente de votre maison, si c'est une maison résidence permanente ou secondaire également, il y aura un changement au niveau du taux. La plus-value également est touchée et au niveau des loyers et permutations. Donc, c'est très important avant de faire quoi que ce soit en 2024, de vraiment se rapprocher ou alors de refaire les calculs et décider si c'est la bonne décision à prendre ou pas. La deuxième chose qu'on a pu noter également pour 2024 et qu'on prévoit, ce sont des nouveaux programmes. Donc, ils seront plus stricts, mais ce sont des programmes qui viendront remplacer le RNH et le Golden Visa. C'est vrai qu'on a déjà pour le Golden Visa, on a déjà un autre visa, on a déjà d'autres visas comme le D1, le
le D2 pour les entrepreneurs ou encore, on a d'autres visas également qui sont très intéressants, comme le visa nomade aussi, qui est déjà très utilisé. Mais il y a d'autres programmes aussi très alléchants qui reviennent, pas comme le RNH ni comme le Golden Visa, mais qui seront implémentés en 2024. Alors, la troisième prévision pour 2024 sera une meilleure stabilisation de prix de vente, bien, due à l'information qu'on a reçue de la Banque centrale européenne. Et enfin, bon, on espère qu'en 2024, on aura une facilité d'obtention du crédit bancaire auprès des banques. Voilà. Et l'une des choses que je peux également augmenter, c'est que voilà, on a toujours une grosse demande en termes de location, donc courte, moyenne et longue durée. Donc, si également on a des investisseurs ou des personnes qui sont intéressées à investir dans ce sens-là, que ce soit des maisons, que ce soit des biens immobiliers, que ce soit des immeubles entiers, on a des grosses demandes actuellement d'entreprises qui aimeraient s'installer dans des grandes villes comme Porto, Algarve, Lisbonne, et aimeraient louer des immeubles, des centres commerciaux, des magasins, et on n'a pas de stock. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de biens, même à l'achat pour la location, c'est également des bons projets à étudier. Alors, parlant de projet, je vous ai ramené ici un excellent projet qui est un terrain urbain de 35 hectares. Ben là, j'ai pris quelques photos parmi les 100 photos qu'il y en a sur le site. Donc, s'il y a des intéressés, je peux vous envoyer le lien ou encore vous montrer une panoplie de photos pour ce bien-ci. Il s'agit d'un beau terrain de 35 hectares où vous avez, bon, c'est situé dans l'est du Portugal. Alors, je vais baisser à Évora, c'est ici, c'est une très belle localité côtière. Il bénéficie déjà de plusieurs activités telles que le golf, euh, des- la chasse, la pêche, les vols en avion, hélicoptère. L'achat de ce terrain peut donc, vous avez ici plusieurs opportunités. Donc, la construction, soit d'un hôtel, par exemple, soit d'une chaîne hôtelière, soit des maisons pour la revente ou pour la location. Alors, si vous me demandez si cette localité est si on peut faire de l'allogement local, oui. Maintenant, je dois vérifier si, si la localité d'Evora, oui, on peut faire de l'allogement local. Maintenant, si principalement ce bien-ci, on peut faire de l'allogement local, là, il faut que je vérifie pour la localisation exacte. D'accord? Mais déjà, Achille, oui. normalement, dans les terrains ruraux, on peut toujours faire, ça s'appelle pas le logement local, mais Ah, c'est une maison touristique au rural. Donc, c'est le même style. oui. La législation est applicable, c'est du logement avec des petites adaptations, mais c'est du logement local, mais rural. Très bien. OK. Ouais. Ça, Super. normalement, c'est toujours, on peut toujours le faire. OK. Bah, c'est génial alors. C'est Ouais. génial. Je savais qu'à Évora, on pouvait le faire, mais après, Oui. je sais que j'ai vu certains quartiers-villes, mais je Mhm. ne savais pas exactement laquelle. OK, bah, c'est parfait. Si on peut le Mhm. faire sur ce site, ben, c'est Mhm. génial. Parce que c'est vraiment un très beau site. J'y suis allée une fois et Mhm. j'ai adoré. Vraiment, Oui. c'est un rêve. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a des questions déjà dans le public ou. Il y a des questions qui sont arrivées déjà depuis un petit bout de temps, je n'osais pas t'interrompre. Donc, alors, OK, il y vas-y, a vas-y. Patrick qui demande, en termes d'investissement, qu'est-ce que vous pensez de la région du Nord, Viana do Castelo? Alors, Viana du Castello, c'est une très, très belle région. Laissez-moi juste rentrer en arrière. Alors, c'est une très belle région et je vais voir si on a le prix au mètre carré. C'était S'il vous 1800. plaît. Oui. Alors, oui, il est là. Hop. Tu as une mémoire d'éléphant, là, Miguel. Ah oui, il a, ouais, exactement. Donc, 1800, 1800. Généralement, je me base sur la moyenne, en fait, parce que généralement, les clients demandent quelle est la moyenne qu'on peut avoir et tout. Donc, mais bien du Castello, moi, je trouve que c'est une très belle région. Dans le nord, c'est parfait pour investir, que ce soit du long terme que du court terme. Et puis, voilà, je ne sais pas si j'ai Ok. répondu à la Et donc, question. il y a Christian qui nous demande où peut-on se procurer la liste des villes où est-ce que le AL est encore possible? Alors, la liste des villes, je peux l'envoyer, mais déjà sur Internet ou alors sur le site de INE, donc INE, on peut l'avoir, .pt, on peut l'avoir également. Je pense qu'il faut payer, je ne sais plus combien,
Nous, par exemple, on paye tous les mois pour avoir ces informations-là, mais je peux vous l'envoyer. J'ai la liste ici. Comment je fais pour sortir de... Alors, comme ça, je suis un peu... Voilà. Et elle est là, la liste. Là, voici la liste. Donc, après, je peux vous l'envoyer sur un fichier, un gros fichier PDF avec plein de villes et de... Voilà. Après, je peux te l'envoyer, Rachel. Comme ça, tu envoies à tous les participants ou ceux qui sont intéressés. Ok, avec plaisir. Et enfin, Christine nous demande qu'est-ce que le statut RNH? RNH, c'est résident non habituel, Christine. Donc, c'est un statut fiscal particulier pour les personnes qui viennent s'installer donc au Portugal et qui leur permet de bénéficier de toutes sortes d'avantages fiscaux. Et ce statut est censé se terminer fin 2023. Dis pas de bêtises, n'est-ce pas, Achille? Non, du tout. Du 31 décembre. Bon, on peut apply, donc on peut soumettre son dossier jusqu'au Ouais. 31 décembre 2023. Tout à fait. Ouais. Bénéficier des avantages fiscaux. Donc, en gros, c'est payer 10% sur son revenu principal, que ce soit la plupart du temps, ce sont des retraites. Alors, ou si vous venez comme professionnel, là, c'est différent. Après, il faut regarder la profession qui s'encadre vraiment avec le RNH. Voilà. Donc, après, Christine, si vous voulez, on peut avoir une réunion alors avec un avocat ou un fiscaliste par rapport à cette question-là, pour entrer plus en détail. Ok. Tu as terminé ta présentation, Achille? Ah ben non, il faut qu'on parle du Ah, allogement. c'est ça. Ok. Mais en gros, franchement, parlant de l'allogement local, ce que j'ai voulu faire ici, c'est aussi parce que je me disais peut-être dans le public, on a des gens qui veulent faire du allogement local. Moi, je trouve que c'est, par exemple, pour tous mes clients, sincèrement, malheureusement, là, il y a, désolée de le dire, parce qu'on a une nouvelle taxe également qui va entrer en vigueur. Mais l'allogement local, jusqu'à il y a quelques jours, était très, très avantageux. Donc, je pense également que peut-être avec la nouvelle politique qu'on aura en mars 2024, ce sera également très avantageux. L'allogement local est un très bon produit. Ça aide l'économie portugaise. Donc, je suis vraiment pour l'allogement local. C'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc, ça aide l'économie et ça aide aussi le Portugal. Alors, l'allogement local, en fait, c'est tout simplement des établissements qui fournissent des services d'hébergement temporaire à des touristes contre rémunération. Donc, j'ai mis juste des petits astérix. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'allogement local, il faut voir le nombre de chambres, il faut voir le type de bien. Donc, il y a plein de spécificités, mais ça, on peut avoir toutes ces informations au niveau de l'urbanisme ou de la mairie où se trouve votre bien. Les types de biens qui peuvent faire de l'allogement local sont des maisons, des appartements, des chambres, des établissements d'hébergement. Et pour s'inscrire, c'est très facile. Il suffit de s'enregistrer dans un espace comme hébergement local. Premièrement, vous devez ouvrir une activité et ça, c'est également facile. Vous pouvez le faire à travers votre comptable ou alors vous déplacer au niveau des finances au Portugal. Aujourd'hui, c'est sous rendez-vous. Vous déplacez et vous dites juste que vous voulez faire de l'allogement local. Donc, il faudra décider, imaginez, vous avez une maison de 3 ou 4 chambres, vous voulez juste faire de l'allogement local dans une chambre, également, vous le pouvez. Donc, il suffit de vous rendre aux finances avec toute la documentation de votre maison, votre pièce d'identité et y aller. Quelque chose de très important qu'on a l'habitude d'oublier quand on fait de l'allogement local, c'est que l'allogement local, c'est une activité, donc c'est vraiment comme une entreprise que vous ouvrez, vous aurez des charges, des dépenses, des impôts à payer et tout le tralala. Mais ce qui est important, c'est que si au cours de votre activité, vous faites un changement, soit d'adresse, donc vous, en tant que société, vous faites le changement d'adresse ou alors le changement de numéro de téléphone, quel que soit le changement que vous faites, vous êtes absolument informé les autorités ou alors l'urbanisme ou alors la mairie où vous êtes inscrit. C'est très important. Sinon, vous pouvez avoir des amendes. Et le changement doit se faire sous les 10 jours. Donc, ça également, c'est important. Ici, j'ai mis la liste des documents nécessaires pour faire de l'allogement local. Et bon, elle est assez exhaustive, mais en gros, c'est vraiment si vous voulez faire l'allogement local comme entreprise ou comme particulier, c'est les documents de la propriété qui prouvent que vous êtes bien le propriétaire du bien. Vous pouvez, voilà, on peut mandater quelqu'un pour le faire aussi, c'est possible. Et puis après, il y a quelques petites spécificités juste pour décider le type de bien, combien de personnes et tout ça. Voilà, c'est assez facile de le faire, vraiment.
Et voilà, je vous encourage vraiment pour ceux qui veulent faire de l'alogement local, vraiment, allez-y, c'est un truc très intéressant. Mais avant de le faire, hein, on peut toujours calculer la rentabilité de cela. Et à travers donc, tous les calculs que j'ai faits et les présentations que j'ai faites jusqu'à là, comme je l'ai dit, j'ai utilisé le Confidential Immobiliario, qui est aussi public. Si vous voulez recevoir des informations mensuelles, c'est vrai qu'il faut payer. Sans publicité, hein, je ne suis pas payée pour ça. Mais c'est intéressant parce que là, on a vraiment toutes les informations au jour le jour, des prix même de l'alogement local. Donc, c'est aussi important, ça nous permet même de faire des études de marché, calculer la rentabilité prévisionnelle de votre projet alogement local. Voilà. Alors, pour le nouveau paquet habitation qui a été voté récemment concernant l'alogement local, c'est vrai qu'il y a eu une suspension de la délivrance de nouvelles licences pour certaines municipalités, ainsi que des propriétaires de copropriétés. Ce qui est aussi important de noter avec ce MAS Habitation qui est venu, c'est la revalidation des autorisations en cours. Et le troisième point également qui a été touché, c'est qu'il y aura une création d'un taux de contribution extraordinaire à l'hébergement local. Donc, parlons premièrement de la suspension. Donc, cette suspension couvre les appartements, mais aussi les chambres. Ce qui avant, je crois, en début de cette année, on ne savait pas que ça touchait les chambres, donc ça touche également des chambres, les établissements et des hébergements intégrés en fraction autonome d'une propriété. Donc, cette suspension est également destinée essentiellement à restreindre les permis dans les zones côtières et dans toute la région de l'Algarve. Miguel, pour ton client d'Azeton, je suis désolée, il ne pourra pas faire de l'alogement local. Je pense qu'il le sait. Euh, donc après, il est important également de souligner que cette mesure n'affecte pas les régions, les 165 communes, la liste que je vous ai précédemment montrée. Alors, le deuxième point également qui a été mentionné, qui a été changé, c'est la revalidation et expiration des licences. Les licences en vigueur, il convient de noter qu'elles restent valables et seront réexaminées courant l'année 2030. Ces licences pourront être renouvelées pour 5 ans. Alors, l'attention ici porte sur ceux qui ont acheté des biens immobiliers avec crédit bancaire jusqu'au 16 février 2023. Le permis sera renouvelé en 2030 pour la durée du crédit, ce qui est plutôt bien. En revanche, si vous disposez d'un logement local non utilisé, mais que vous ne souhaitez pas voir le permis annulé, vous devez désormais prouver avec des revenus ou alors faire la déclaration de revenus du logement dans lequel vous avez la licence. Et il faut le faire depuis que la loi a été mise en vigueur. Je pense que c'était le 6 de ce mois, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez 2 mois pour faire cette déclaration-là. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions où je peux continuer? Il y a une autre question qui est arrivée, c'est Christian qui nous demande comment connaître la législation sur les autorisations de construction de maisons sans fondation fixe, type euh, Modulaire. maison en bois, autres, etc. Mhm. Euh, Au Portugal, il n'y a pas une différence entre la construction légère et la construction normale. Donc, pour implanter une maison bois, par exemple, avec une fondation légère en bois, c'est le même type de législation. On doit faire un permis de construire avec un architecte et un ingénieur, et on est obligé de présenter un permis avec tous les éléments. OK. OK. Alors, pour conclure la revalidation et les licences Airbnb, l'expiration des licences se produit en cas de transfert de propriété, sauf en cas de succession. Donc, si vous vendez votre bien qui a la licence Airbnb, ben, ce n'est pas possible de transférer la licence au nouvel acheteur. Mais par contre, si c'est en cas de succession, oui, le successeur reste avec la licence Airbnb. Et c'est tout bon. Voilà, je pense qu'ici également, alors ça, c'est pas encore en vigueur, mais elle est déjà prévue pour un taux de 15%. La particularité de cette contribution extraordinaire, malheureusement, qui vient sur les licences sur l'alogement local, qui est de 15%, n'est pas déductible sur le bénéfice qui a été fait.
Donc ça également, c'est quelque chose à prendre en considération. On peut le considérer, par exemple, si on a une entreprise dans le jamais total, on peut le considérer comme une charge interne de l'entreprise. Mais lorsqu'on fera le calcul du résultat de la société pour présenter à l'État, elle ne pourra pas être considérée comme une charge. Je ne sais pas si... mais ce sera ça, en fait. Elle n'a pas encore été mise en vigueur, mais elle sera créée en 2024. On n'a pas encore la date, mais on sait déjà que c'est un taux de 15%.